Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce donc dernier CM que vous aurez avec moi, le troisième, avant qu'on passe à des TD, donc sous un format différent. Et dans ce dernier CM, on va s'intéresser aux enjeux de protection dans les espaces ruraux. Alors, déjà une, 1 chose à dire, c'est que les espaces ruraux, même s'ils peuvent parfois donner une impression d'être des espaces «naturels» entre guillemets, ils sont totalement anthropisés, c'est-à-dire ils sont toujours marqués par l'action de l'homme et ils sont même soumis en fait à une pression croissante de la part, des sociétés humaines puisqu'il y a une augmentation de la population, une augmentation des activités, sur l'ensemble de la planète et que cela concerne aussi les espaces ruraux. On est donc face à une nécessité qui est croissante de protéger l'environnement et souvent cette, volonté de protéger l'environnement, elle se concentre sur des espaces ruraux, heu, plutôt que sur des espaces urbains, hein, parce que c'est plus possible, parce qu'il y a encore de l'environnement à protéger. Mais contrairement à des espaces, dits, les plus naturels, on va dire les moins anthropisés, dans beaucoup d'espaces ruraux, il y a l'enjeu qui est de concilier avec le maintien d'un développement économique. Et donc ça, c'est un peu, tout le questionnement qu'il va y avoir dans ce CM, c'est comment un peu, quelles sont les menaces? Comment, protéger les espaces ruraux et quels problèmes cela pose avec la conciliation d'une activité économique? Alors déjà, on va commencer, hein, vous avez le plan ici, par, faire un peu un bilan, heu, des atteintes, dans les espaces ruraux, des atteintes à l'environnement, pour faire un peu, voilà, voir les problèmes, pour ensuite voir quelles sont les mesures face à ces problèmes. Donc déjà, on va s'intéresser à la pollution et à la dégradation des sols et notamment, voilà, j'ai oublié, j'ai mis des sous, vous allez voir, il y a des sous-parties, enfin, il y a des niveaux de titres qui sont pas sur les grandes diapos parce que ça fait après c'est écrit trop petit, mais vous allez voir, on va des fois descendre dans les niveaux de titres plus importants. Et là, on commence par les espaces ruraux et la pollution des villes. Alors un titre un peu, enfin, qui va opposer, les espaces ruraux et les villes. Pourquoi? C'est parce que, dans certains cas, c'est pas toujours le cas, mais souvent, les espaces ruraux qui sont moins peuplés, où il y a plus d'espaces disponibles, ils peuvent être perçus comme des espaces de relégation, de la part des villes. C'est-à-dire que les villes vont, hem, installer, enfin vont rejeter hors, de leur espace des activités qui sont perçues comme dangereuses ou au moins comme polluantes et vont plutôt les installer dans des espaces ruraux. Ça peut être le cas d'industries, ça peut être le cas de centrales nucléaires, ça peut être le cas des déchetteries qui ne sont pas, en ville et on comprend aussi pourquoi, mais qui du coup vont être installées dans des espaces ruraux qui, reçoivent donc, enfin qui accueillent, ces, industries dangereuses ou polluantes, heu, y compris au bénéfice des villes. L'autre aspect, où, les villes peuvent poser, enfin on va dire les activités des villes peuvent poser des problèmes aux espaces ruraux, c'est que l'extension urbaine, elle menace, également les espaces ruraux, avec déjà un premier aspect très important, c'est la réduction des surfaces agricoles. Heu, il y a de moins en moins de surfaces agricoles dans le monde, liées à l'extension, des villes et ça entraîne une artificialisation des sols. Dans les espaces périurbains, ces espaces-là sont justement très menacés par l'extension du bâti, qui peut prendre plusieurs formes, hein, tout ce qui est voirie, donc les infrastructures de transport, mais aussi les infrastructures, industrielles, commerciales et puis, l'installation, on va dire résidentielle, les maisons, tout simplement. Et tout ça, ça peut conduire à une dégradation des espaces, à une imperméabilisation des sols, c'est-à-dire que, à force de construire, des routes, des rues, il y a plus de possibilité pour la terre d'absorber l'eau et donc ça peut conduire à des problèmes comme des inondations. Également une fragmentation des espaces, avec des conséquences sur la biodiversité. Par exemple, les espaces, les animaux peuvent plus quand ils traversent une autoroute, en général, ils n'y survivent pas et donc ça, voilà, ça pose des problèmes. Autre, enjeu important, c'est les logiques d'exploitation, qui ont des conséquences fortes en termes de dégradation des espaces ruraux et là, on va détailler ça, mais déjà, le la première de ces logiques d'exploitation qu'on ne va pas redétailler parce qu'on l'a vu, c'est, les conséquences de l'agriculture productiviste. Elle est à destination de marchés éloignés, elle occupe une place importante dans les espaces ruraux et c'est la principale cause de dégradation des sols et de l'environnement dans les espaces ruraux. Alors, j'ai remis, une diapositive qui montre les sources de dégradation des sols, et donc à cause, de quoi et quelles sont les différentes menaces. Mais globalement,
Vous prenez pas la tête, on en a déjà abondamment parlé sur le CM précédent, donc voilà, pensez à faire le lien avec la partie où on parlait des critiques de l'agriculture productive. Bah, la partie, menace sur l'environnement peut être reprise ici. On va en revanche détailler, la question des activités extractives qui sont fortement polluantes. Les activités extractives, c'est toutes les activités qui consistent à, bah, l'extraction, c'est-à-dire, on va chercher, on va récupérer, soit des minerais, soit des hydrocarbures. Ça, c'est les activités extractives et elles ont des conséquences très fortes sur, l'environnement, notamment en fait par la les pollutions et notamment la pollution de l'eau. C'est souvent l'eau qui va être la plus touchée par, les conséquences des activités extractives. Et pour, rendre ça concret, on va partir d'un exemple. On va partir de l'exemple du lac Maracaibo au Venezuela. Alors, bon, juste petit point sur le nom, on appelle ça un lac. En fait, c'est pas un lac, c'est un estuaire. On le voit un petit peu sur cette carte. Heu, En fait, c'est la mer des Caraïbes qui remonte, donc sur un très fin, sur cet espace-là, hein, donc c'est connecté à la mer. Mais bon, c'est le nom officiel, c'est le lac de Maracaibo, donc on va rester là-dessus. Et en fait, ces zones, d'estuaires donc sont vraiment, au contact de 2 espaces entre, l'eau et la terre et les zones de transition, hein, les zones d'interface sont particulièrement fragiles. Donc là, on est dans un espace fragile et vous allez voir un espace qui est très, très menacé. C'est, l'espace, autour du lac Maracaibo, c'est, un espace qui connaît une importante installation de la population, hein. Vous avez ici la démographie, hein, sur la région où vous avez le lac de Maracaibo, Zulia, vous voyez 13 de la population du Venezuela quand même, donc c'est un des plus grands, heu, espaces d'installation, donc beaucoup de population, mais également un fort développement économique. Parce que en fait, c'est un espace qui est marqué par, de la richesse. Bah, déjà, il y a une présence importante de l'eau, hein, ne serait-ce qu'avec le lac, mais autour de l'eau aussi des terres fertiles, également, des minerais et des hydrocarbures et on va montrer que tout ça, ça a un rôle. Donc le lac, il est pollué, bah, déjà par la présence de la population, par les résidus des ménages, donc beaucoup d'agriculture, également les pesticides vont polluer, mais surtout, la cause principale de pollution, ce sont les activités pétrolières et notamment l'exploitation d'hydrocarbures dans le lac. Donc là, vous avez une autre carte, toujours du Venezuela, hein, on voit le lac Maracaibo ici à l'ouest. Hem, on voit que c'est, le en fait, le deuxième espace, le plus productif en hydrocarbures du Venezuela, avec presque 30 de la production totale, d'hydrocarbures du Venezuela. Et c'est cette exploitation, des hydrocarbures conduit à une forte pollution. Alors on va revenir un petit peu sur la l'histoire de cette exploitation. Elle commence dans les années 20 et à ce moment-là, on installe des puits d'extraction et des canalisations dans les eaux peu profondes du lac. Et maintenant, à force, depuis, hein, les années 20, ça a continué, on en est à 45 000 kilomètres d'oléoducs ou de gazoducs, au fond du lac pour extraire, bah, le pétrole ou le gaz et bah, depuis une partie de ces oléoducs et de ces gazoducs ont été abandonnés parce que, ils avaient des problèmes, parce qu'ils étaient plus rentables, parce qu'ils en ont construit des nouveaux. Le problème, c'est que ces oléoducs qui sont restés au fond du lac, eh ben, à force, depuis les années 20, ils se sont dégradés et une partie, en fait, fuit, simplement et laisse s'échapper des hydrocarbures, des métaux lourds, qui, se répandent, bah, du coup, dans le lac. En plus, le manque d'entretien, de ces oléoducs, il est accentué par la crise récente du Venezuela. C'est un pays qui est bouleversé par, une énorme crise actuellement et bah, les entreprises n'ont plus les moyens et pour l'État, l'environnement, c'est clairement pas la priorité. Donc on a, des vieux oléoducs qui fuient. Il faut rajouter aussi des accidents potentiels, des bateaux pétroliers ou alors le fait qu'ils dégazent, c'est-à-dire qu'ils nettoient leurs cuves directement dans le lac et tout ça, ça fait le résultat, la photographie que vous avez à droite, hein. Il y a une sorte de marée noire permanente, autour du lac où, les côtes, en fait, sont baignées par, des résidus d'hydrocarbures. Il faut noter qu'à l'origine, le lac de Maracaibo, c'est une zone de pêche importante. Les populations se nourrissent, avec les poissons qui pêchent. Donc là, bah, la conséquence est assez simple, hein, il y a des conséquences très fortes sur la santé des populations qui continuent à se nourrir. Alors il y a de moins en moins de poissons,
Donc ça pose aussi d'autres problèmes d'insécurité alimentaire. Voilà, là on voit très bien comment, les activités extractives ont un impact très fort sur l'environnement autour du lac de Maracaibo. On va développer un deuxième exemple avec, cette fois l'angle, dans les atteintes à l'environnement, l'angle du front pionnier, et le fait que ces fronts pionniers conduisent à des défrichements importants. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un front pionnier? C'est la volonté d'étendre, les espaces agricoles, et ça va conduire à un défrichement et une modification de l'usage des sols. Heu, donc enfin, ouais, je vous donnerai une définition un peu mieux juste après. Mais globalement, ça correspond à la volonté d'étendre ces espaces agricoles. En défrichant, on modifie l'usage des sols, donc ils deviennent agricoles, et ça se fait souvent au détriment de la diversité et de l'écosystème. Les fronts pionniers, il y en a plusieurs dans le monde. Vous en avez qui sont liés à la volonté, voilà, d'étendre les terres agricoles, c'est les fronts pionniers agricoles, et il y en a qui sont liés à l'exploitation d'hydrocarbures et de minerais. Un front pionnier, voilà, je suis désolée, la définition n'était pas au bon endroit. Un front pionnier, c'est un terme qui désigne une sorte de frontière mobile à l'intérieur d'un État, hein, front, frontière, mais ça se déplace au fur et à mesure que on va dire l'exploitation avance, et donc on va dire que c'est la limite de la maîtrise d'un territoire qui se déplace à mesure que de nouveaux espaces sont peuplés et valorisés. Donc voilà, en gros, le front pionnier, ça commence là où s'arrête la maîtrise d'un territoire, et au fur et à mesure qu'il va y avoir un peuplement, qu'il va y avoir une mise en valeur, ce front pionnier, recule. Et on va prendre l'exemple du plus grand front pionnier actuellement, c'est celui de l'Amazonie, au Brésil, hem, dont vous avez une carte ici. Et donc, c'est la forêt amazonienne couvre, ça c'est tout le nord du Brésil, sauf que c'est un espace agricole potentiel extrêmement important, et en plus, ça permet une exploitation du bois. Donc, face à cet espace agricole potentiel et cette exploitation potentielle du bois, ça va attirer de nouvelles populations, heu, qui en cherchent, d'emploi, qui veulent, qui vont en tout cas vouloir investir dans ces domaines-là, et progressivement, au fur et à mesure qu'il y a de nouvelles populations, qu'il y a de nouveaux besoins en territoire ou en ressources, il y a une progression des défrichements. On considère qu'actuellement, 20 de la forêt amazonienne a été perdue suite à la progression de ces défrichements. Vous les voyez ici, hein, vous avez l'intensité de la déforestation, et donc selon la couleur, vous voyez l'intensité de cette déforestation. Donc il y a plusieurs fronts pionniers, en fait, on parle d'un seul front pionnier, mais il y en a plusieurs en simultané. Sachant que ça part, du sud, parce que les populations arrivent du sud du Brésil, vers donc le nord, et elles se concentrent beaucoup sur les axes de circulation. Ça suit, des axes que vous voyez sur la petite carte en bas à droite. Il y a eu un ralentissement, en 2005, heu, mais l'arrivée au pouvoir de Jair Bolsonaro, a relancé, et vraiment accéléré, ces défrichements, puisque l'année où il est arrivé au pouvoir, ces défrichements ont augmenté de 50. Donc une augmentation très forte, et ces défrichements, ça a des conséquences écologiques très fortes. Déjà tout concrètement, la destruction de l'écosystème. On parle de la forêt amazonienne. La forêt amazonienne, c'est la biodiversité la plus importante au monde, à la fois en termes de plantes, à la fois en termes d'animaux, et cette, biodiversité la plus importante du monde, elle est remplacée par des pâturages. On va mettre par exemple des bovins en pâturage, ou de la monoculture. Par exemple, on va mettre en monoculture de soja. Rappelez-vous, le Brésil, premier producteur exportateur mondial de soja. Et voilà, on fait des monocultures de soja là où il y avait une biodiversité exceptionnelle. En plus, alors on en a parlé il y a quelques années, ces défrichements, ils sont faits comment? Ils s'amusent pas à couper les arbres. Ils brûlent, en fait, les espaces pour gagner des espaces agricoles, et donc ça crée, d'importants feux de forêt dont une partie, n'est pas contrôlée, hein, qui échappe au contrôle, et en 2019, on a eu une année vraiment marquée par les incendies, avec 80 d'incendies en plus que la moyenne, et ces incendies amplifient les destructions. Alors là, vous avez une photographie aérienne, satellite même, faite par la NASA, complètement, incroyable, où on voit, en genre
enfin c'est orange, en orange, les incendies vus du ciel, en simultané. Donc on voit que la forêt amazonienne est ravagée par des incendies, en fait. Sauf que, l'action conjointe, soit des activités agricoles, soit des incendies, tout ça conduit à une dégradation rapide des sols, qui prend plusieurs formes. Les sols, ils perdent en fertilité parce que, sans couvert forestier, il y a pas de renouvellement du phosphore qui permet, une certaine fertilité des sols et en plus, les incendies accélèrent l'érosion des sols. Donc ça amène à une situation où les pâturages qui sont, dégagés grâce aux incendies, ils sont utilisés en fait quelques années, puis ils deviennent beaucoup moins fertiles, beaucoup moins rentables, ils permettent moins de rendement et donc bah, les agriculteurs doivent déforester de nouvelles zones pour déplacer, leur bétail ou leur culture afin de continuer à maintenir leur rendement. Donc en plus, c'est, un côté où, la déforestation ne pe enfin, fait perdre tellement en qualité des sols que ça n'est pas viable pour l'agriculture sur le long terme. Voilà pour, un petit panorama. Alors on pourrait en parler, longtemps, des menaces sur l'environnement, mais c'était pour vous donner, quelques études de cas un peu complètes pour que vous puissiez argumenter sur cet aspect-là. Et là, on va s'intéresser à, une échelle beaucoup plus globale, celle du réchauffement, du dérèglement climatique, qui menace, bah, les équilibres environnementaux et qui menace, bien évidemment, du coup, les espaces ruraux. Alors, le phénomène global de réchauffement climatique, il est causé et heu, accentué par les activités humaines. Pour avoir une source sur, cette question du réchauffement, du dérèglement climatique, la plus fiable qu'on puisse avoir, c'est le GIEC. Le GIEC, bon, bah, vous avez une petite explication de ce qu'est le GIEC par eux-mêmes, hein. C'est, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat et il est composé de 36 membres, c'est tous des scientifiques, des experts qui vont s'appuyer, sur l'ensemble des publications scientifiques pour, bah, faire des rapports réguliers sur, l'état du climat dans le monde. Et donc, bah, ils mesurent, hein, un réchauffement climatique, bah, inévitable. La question, c'est à quel point il va aller haut. Et pour, parler de réchauffement climatique, ils comparent les moyennes des températures, actuelles aux moyennes des températures à la de la période pré-industrielle, donc avant la révolution industrielle. Actuellement, on estime qu'on est à peu près à 1 degré en moyenne de réchauffement par rapport à la période pré-industrielle. Et leurs estimations, on va dire moyenne basse, elles envisagent un réchauffement climatique à 1,5 degré, donc par rapport à la période pré-industrielle, en 2040. Si, et seulement si, les émissions de CO2 réduisent. Qu'elles réduisent, de moins 45 entre 2010 et 2030 et qu'elles sont revenues à zéro d'ici 2050. Donc j'insiste, hein, parce que, on entend souvent parler du réchauffement climatique de 1,5 degré. C'est seulement dans le cas où les émissions, elles réduisent puis disparaissent. Donc c'est, soyons honnêtes, hein, vu, où on en est actuellement, c'est très, très optimiste. Parce qu'on espère, bien entendu que les choses changent, mais de là à penser que les émissions de CO2 seront réduites à zéro d'ici 2050, c'est pas encore gagné. En revanche, si on maintient les émissions de CO2, même pas si elles augmentent, hein, juste si on les maintient, on estime que ça sera plutôt, 4 degrés d'ici 2100. Donc et 4 degrés en moyenne, ça a des conséquences très fortes, bah, dont on va parler. Donc voilà, ça c'était juste pour placer, la question du réchauffement climatique. Ce réchauffement climatique, il a une forte variabilité. C'est-à-dire que, là, c'est pas les températures moyennes augmentent toutes de 1 degré ou 1,5 degré. Elles augmentent en fonction des lieux. Ça, c'est ce que vous avez sur cette carte. L'écart de température par rapport à la moyenne, entre 2013 et 2017, bah, on voit bien, il y a une majorité de rouge, hein, c'est en train d'augmenter, mais il y a encore des zones où ça réduit en fait, un petit peu. Moins que là où ça augmente. Mais ce qui se passe, c'est que, il y a des espaces plus touchés par ce réchauffement climatique et c'est, notamment, la période, l'Arctique. Il y a aussi, une variabilité annuelle. Il y a des années plus chaudes que d'autres. Le problème, c'est que les anomalies de température, elles tendent de plus en plus à être, vers le haut plutôt que vers le bas.
mais il y a aussi cette variabilité-là. Et ça a plein de conséquences, ce réchauffement climatique. Déjà, ça conduit un peu à la fonte des glaces situées au pôle, hein. On assiste, clairement à une diminution de la banquise arctique. Vous voyez ici, à la même période, en septembre, entre 1984 et 2016, une réduction forte de la taille de la banquise. Ça conduit aussi, donc la fonte des glaces, en conséquence, à une élévation du niveau de la mer. Entre 2006 et 2015, cette élévation au niveau de la mer, elle est de 3,6 millimètres par an. Là, je vous ai mis une carte, hein, vous avez ici, la question. Alors c'est si ça vous intéresse, vous pouvez la chercher, et regarder dans le monde. Donc pour la chercher, c'est, ce qui est à droite, hein. Vous pouvez regarder et vous voyez, d'après les estimations, en 2050, quelles, parties seront potentiellement, submergées avec l'élévation du niveau de la mer. Alors si rien n'est fait, ce qui sans doute, il y aura des choses qui vont être faites. Et vous pouvez regarder partout dans le monde. Là, je vous ai mis, bah, le nord de l'Europe, enfin au niveau des Pays-Bas parce que c'est bah, comme le nom l'indique, les Pays-Bas, c'est un espace, où, une grande partie du territoire, est, très, très, très peu, élevé en termes de hauteur, d'altitude, et donc c'est particulièrement marquant, sur cet espace-là, les conséquences que ça pourrait avoir. Mais, le réchauffement climatique, c'est pas juste l'élévation du niveau de la mer, c'est aussi l'acidification des océans, la baisse de l'oxygénation des océans, et tout ça, ça a des conséquences sur la biodiversité marine, sur les coraux, sur les poissons. Et puis il y a un autre problème dans le réchauffement climatique, c'est pas que les océans, c'est aussi, les espaces désertiques. Ça conduit à la désertification, heu, c'est-à-dire l'avancée des déserts et le recul des terres arables, c'est-à-dire des terres cultivables, et ça concernerait 500 millions de personnes. Ça conduit à des pénuries d'eau, à l'augmentation de la fréquence des incendies. Ça augmente aussi les extrêmes météorologiques. Donc les extrêmes météorologiques, c'est les sécheresses, les précipitations fortes, les ouragans. Et tout ça, cette intensification des précipitations, elle participe par exemple à la dégradation des sols. Donc on a des conséquences globales, qui bien sûr concernent aussi les espaces ruraux, et concernant les espaces ruraux, elles ont un impact en particulier, c'est qu'elles menacent la sécurité alimentaire, puisque les espaces ruraux sont les espaces producteurs, pour l'alimentation, de la population. C'est cette sécurité alimentaire qui est menacée, et donc le rapport du GIEC, hein, montre que, le changement climatique a des conséquences sur les 4 piliers de la sécurité alimentaire. Donc ces 4 piliers, c'est un, la disponibilité. Donc le réchauffement climatique va faire baisser les rendements, notamment dans la région tropicale, donc moins de disponibilité alimentaire. Deuxième pilier, l'accès, parce qu'on estime, une augmentation prévisible des prix, donc conséquence du premier pilier, une perturbation de la chaîne d'approvisionnement. Troisième pilier, l'utilisation, donc ça menace l'utilisation des sols puisqu'on a une réduction de la qualité des nutriments avec la désertification des espaces, ou les défrichements des sols moins fertiles. Et enfin, le problème, ça va être la stabilité, puisqu'on ça va avec les extrêmes météorologiques ou des sécheresses, des risques sur la régularité de la disponibilité. Donc en gros, ça, l'idée, c'est que, le réchauffement climatique est une menace pour la sécurité alimentaire, et ça va toucher particulièrement, bah, les pays à faible revenu d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine et des Caraïbes. Et ça risque, bah, d'accentuer l'exode rural de certaines régions, de provoquer dans des régions qui n'étaient pas touchées. Donc voilà, on a vu, un peu, les fragilités, et dans la prochaine vidéo, on s'intéresse aux mesures de protection.